Gainsbourg et Birkin. Passion, poison et légende. Paris, une nuit de juin 1968. Dans les studios d'enregistrement de la rue de Douai, deux voix s'entremêlent dans un murmure qui va révolutionner la chanson française. Serge Gainsbourg, 40 ans, génie ténébreux aux yeux de braise, guide Jane Birkin, 22 ans, ingénue britannique aux lèvres entr'ouvertes, vers les territoires interdits de la sensualité. Leurs souffles se mélangent, leurs regards se cherchent, leurs mains se frôlent sur le micro. Cette nuit-là n'est bien plus qu'une chanson. C'est le début d'une légende amoureuse qui fascinera le monde entier, tout en détruisant lentement ceux qui la vivent. Mais derrière l'image d'Épinal du couple mythique des années 1970 se cache une vérité autrement plus sombre. Car si Serge et Jane ont créé ensemble certaines des plus belles pages de la chanson française, ils ont aussi écrit l'une des histoires d'amour les plus toxiques de leur époque. Une passion dévastatrice où l'art sublime côtoisait la violence quotidienne, où l'amour absolu se nourrit de possessions maladives. Imaginez cette scène que personne n'a jamais vue. Jane Birkin, le visage tuméfié, cachant ses bleus sous le maquillage avant une émission télévisée. Serge Gainsbourg, rongé par l'alcool et la jalousie, la surveillant comme un geôlier surveille sa prisonnière. Leurs filles, Kate et Charlotte, témoins silencieuses d'un amour qui ressemble de plus en plus à un enfer doré. Cette histoire que nous allons vous raconter n'est pas celle du couple parfait que la France a mythifié. C'est celle d'un homme de génie qui a tout détruit par ses démons, et d'une femme qui a sacrifié sa jeunesse sur l'autel d'un amour impossible. C'est l'histoire de deux êtres qui se sont aimés jusqu'à la destruction, laissant derrière eux des chefs-d'œuvre musicaux et des âmes brisées. Car voici ce que vous ne savez pas sur Gainsbourg et Birkin. Leur amour n'était pas une évidence romantique, c'était une addiction mutuelle. Une dépendance aussi belle que mortelle, qui a créé des merveilles artistiques tout en empoisonnant tout ce qu'elle touchait. Pour comprendre l'alchimie explosive qui va unir Serge Gainsbourg et Jane Birkin, il faut replonger dans le Paris artistique de la fin des années 70. Cette époque bouillonnante où la France sort de mai 68 et redéfinit ses codes moraux et esthétiques. Deux mondes vont se rencontrer. Celui d'un enfant terrible de la chanson française, déjà au sommet de son art, et celui d'une jeune actrice britannique, fraîchement débarquée dans un univers qu'elle ne maîtrise pas encore. Serge Gainsbourg, né Lucien Gainsbourg en 1928, a déjà 40 ans quand il croise la route de Jane. Ce fils d'immigrés russes juifs a gravi tous les échelons de la bohème parisienne. Pianiste de bar, compositeur pour les autres, puis auteur-compositeur-interprète reconnu. En 1968, il est déjà l'auteur de tubes planétaires et l'homme qui ose tout dans un monde encore corseté par les convenances. Mais ce succès cache une personnalité complexe, marquée par l'alcoolisme naissant et une misogynie assumée qui transparaît dans ses chansons. Gainsbourg collectionne les femmes comme des trophées, les transforme en muses le temps d'un album, puis les abandonne quand l'inspiration se tarit. Brigitte Bardot, France Gall, toutes sont passées par ses mains expertes, laissant derrière elles des chansons inoubliables et des cœurs meurtris. Jane Birkin débarque dans ce paysage comme une météorite blonde et fragile. Née en 1946 dans une famille bourgeoise londonienne, elle grandit dans l'Angleterre, swinging des années 660, cette époque d'effervescence culturelle qui voit naître les Beatles, les Rolling Stones et une nouvelle génération d'actrices libérées. Mais derrière son apparente désinvolture, Jane cache une fragilité émotionnelle qui la rend particulièrement vulnérable aux manipulateurs de charme. Son arrivée en France se fait par hasard grâce à son mariage éclair avec le compositeur John Barry. Mais cette union ne dure pas, et Jane se retrouve seule à Paris avec sa fille Kate, âgée de quelques mois. Parlant à peine français, ne connaissant personne, elle accepte tous les rôles qu'on lui propose pour survivre. C'est cette précarité qui l'amène sur le plateau de Slogan en 1968. Le tournage de ce film publicitaire dirigé par Pierre Grimblat marque le début de tout. Gainsbourg y joue un publicitaire cynique, Jane, une mannequin naïve. Cette distribution n'est pas un hasard. Elle reflète parfaitement la dynamique qui va s'installer entre eux. Dès les premiers jours, Serge déploie tout son arsenal de séduction sur cette jeune femme de 18 ans, sa cadette. Mais contrairement à la légende dorée,
Cette rencontre n'a rien d'un coup de foudre romantique. Les témoins du tournage se souviennent d'un Gainsbourg particulièrement cruel avec Jane, la faisant pleurer régulièrement par ses remarques acerbes. Cette violence psychologique précoce annonce déjà la couleur de leur future relation. Serge teste les limites de sa proie, mesure sa résistance, évalue sa capacité à encaisser. Jane, de son côté, est fascinée malgré elle par cet homme qui la terrorise autant qu'il l'attire. Elle découvre un Paris bohème qu'elle ne connaissait pas, un monde d'artistes et d'intellectuels où l'on peut tout dire, tout faire, tout oser. Serge devient son guide dans cet univers, mais un guide possessif qui ne supportera jamais qu'elle s'émancipe vraiment. Leur première nuit ensemble se déroule dans l'appartement de Gainsbourg, rue de Verneuil. Ce lieu va devenir le théâtre de leur passion, mais aussi de leurs pires affrontements. Jane découvre un homme multiple, tantôt tendre et protecteur, tantôt violent et destructeur. Cette imprévisibilité la tient en haleine permanente, créant chez elle une forme de dépendance émotionnelle dont elle ne se remettra jamais complètement. L'enregistrement de leur premier duo révèle immédiatement l'alchimie extraordinaire qui les unit artistiquement. Leurs voix se complètent parfaitement. La sienne, rauque et sensuelle. La sienne, cristalline et fragile. Mais cette complémentarité musicale masque un déséquilibre fondamental. Serge contrôle tout, compose tout, décide tout. Jane n'est que l'interprète de ses fantasmes. La France de 1969 n'est pas prête pour ce qui va suivre. Quand sort la chanson qui va les rendre mondialement célèbres, le scandale est immédiat. Les radios refusent de la diffuser, le Vatican la condamne, certains pays l'interdisent. Mais cette censure ne fait qu'amplifier le phénomène. Le disque se vend à des millions d'exemplaires, faisant de Serge et Jane les ambassadeurs d'une France libérée de ses tabous. Pourtant, derrière ce triomphe public, se dessine déjà la tragédie privée. Jane découvre que Serge boit de plus en plus, que ses colères deviennent incontrôlables, que sa jalousie confine à la paranoïa. Chaque succès professionnel se paie par une escalade dans la violence domestique. Mais elle ne peut plus partir. Elle est enceinte de Charlotte. Cette grossesse, vécue dans l'euphorie publique et la terreur privée, symbolise parfaitement l'ambiguïté de leur relation. Jane porte l'enfant du génie, mais aussi celui de son bourreau. Charlotte naîtra en 1971 dans un foyer déjà fissuré, voué dès son plus jeune âge à subir les conséquences de l'amour toxique de ses parents. L'installation du couple dans l'hôtel particulier de la rue de Verneuil marque l'apogée de leur période créatrice et le début de leur descente aux enfers personnels. Cette maison devient rapidement un laboratoire artistique unique, où naissent des chefs-d'œuvre, mais aussi une prison dorée, où Jane perd progressivement son identité pour devenir uniquement la femme de Gainsbourg. Les années 1970 à 1975 voient Jane atteindre des sommets artistiques inégalés, tout en sombrant dans une spirale destructrice qui les mènera inéluctablement vers la rupture. Cette période illustre parfaitement le paradoxe de leur relation. Plus ils créent ensemble, plus ils se détruisent mutuellement. Leur collaboration musicale de cette époque révèle un Gainsbourg au fait de son génie, capable de transformer la moindre émotion en chef-d'œuvre. Chaque album, chaque chanson raconte un épisode de leur vie commune, les moments de grâce, mais aussi les disputes, les réconciliations, les blessures. Jane devient littéralement la partition vivante des obsessions de Serge. Mais cette symbiose artistique a un prix terrible. Jane perd progressivement son autonomie créatrice pour devenir l'instrument docile des fantasmes gaimbourgiens. Elle chante ce qu'il écrit, dit ce qu'il lui souffle, s'habille comme il le souhaite. Cette dépossession de soi, d'abord consentie par amour, devient rapidement une source de frustration et de révolte. L'alcool s'installe insidieusement comme le troisième membre de leur couple. Serge boit pour créer, pour oublier, pour supporter la pression de sa célébrité. Mais plus il boit, plus il devient incontrôlable. Jane assiste impuissante à la transformation de l'homme qu'elle aime en monstre imprévisible. Ses journaux intimes de l'époque, révélés des décennies plus tard, décrivent un quotidien de terreur, ponctué de moments de tendresse. Il était au plus bas après 4 jours sans alcool, écrit-elle le 29 mai 1980. L'alcool est mon cauchemar. Ça le transforme en quelqu'un de si différent et effrayant. Ces mots révèlent l'ampleur de son désarroi face à un homme qu'elle ne reconnaît plus. Serge, sous l'emprise de l'alcool,
développe des fantasmes morbides qui terrorisent Jane. Parfois, il dit que maintenant qu'il a la gloire, l'argent, la célébrité, la seule chose qu'il ne connaît pas est de tuer. La violence physique fait son apparition dans leur quotidien. Serge l'admettra plus tard sans détour. Je rentrais complètement pété, je lui tapais dessus. Quand elle m'engueulait, ça ne me plaisait pas. 2 secondes de trop et paf. Cette brutalité n'est pas exceptionnelle. Elle devient la norme. Jane apprend à vivre dans la peur permanente, ne sachant jamais quel Serge va franchir la porte le soir. Mais le plus pervers dans cette relation, c'est que Jane finit par intérioriser cette violence. Elle développe, elle aussi, des comportements agressifs, comme pour égaliser le rapport de force. J'ai écrasé sur lui une cigarette. J'ai fait autant. J'ai envoyé une tarte à la crème, avoue-t-elle. Cette escalade symétrique montre à quel point leur amour s'est transformé en guerre permanente. Leurs filles, Kate et Charlotte, grandissent dans ce climat délétère. Témoins silencieuses des disputes parentales, elles développent des stratégies de survie qui marqueront leur personnalité à vie. Charlotte, particulièrement, apprend très tôt à gérer les excès de son père, devenant prématurément adulte pour protéger sa mère. L'isolement social s'aggrave progressivement. Les amis de Jane s'éloignent, effrayés par les colères de Serge. Les invitations se raréfient, car personne ne sait comment va se comporter Gainsbourg en société. Jane se retrouve prisonnière d'un huis clos toxique, dont elle ne voit plus l'issue. Le succès international du couple masque cette réalité sordide. Le public ne voit que l'image glamour véhiculée par les médias. Un couple d'artistes libres et amoureux. Cette façade devient de plus en plus difficile à maintenir pour Jane, qui doit dissimuler ses bleus et sourire en public alors qu'elle souffre en silence. L'arrivée de Jacques Doyon dans la vie de Jane, en 1980, précipite la crise finale. Ce réalisateur sensible et attentionné lui fait découvrir ce que pourrait être une relation équilibrée. Jane réalise alors l'ampleur de l'anomalie qu'elle vit avec Serge depuis 12 ans. Cette prise de conscience la place devant un choix impossible. Rester et mourir à petit feu, ou partir et briser sa famille. Sa fuite avec ses filles en 1980 marque l'épilogue de cette passion dévastatrice. Mais même séparés, Serge et Jane restent liés par une dépendance émotionnelle qui ne se résoudra jamais complètement. Leur histoire d'amour se transforme en amitié passionnelle, aussi intense et exclusive que leur relation amoureuse, mais enfin libérée de la violence quotidienne. Le départ de Jane, en 1980, révèle la véritable nature de la relation qui unissait Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Une codépendance émotionnelle si profonde qu'elle survivra à leur rupture et entrera à leurs existences jusqu'à la mort de Serge en 1991. Mais ce départ dévoile aussi les traumatismes cachés que cette passion toxique a infligés à tous ceux qui l'ont subi, à commencer par leurs propres enfants. Les derniers mois de leur vie commune révèlent l'ampleur de la détresse de Jane. Ses journaux intimes, publiés des décennies plus tard, montrent une femme au bord de la rupture psychologique. Quand je suis triste, j'ai vraiment envie de mourir, et de sa main. Cette phrase glaçante révèle que Jane en était arrivée à désirer que Serge la tue, transformant son amour en pulsion suicidaire. L'épisode le plus révélateur de son état mental se déroule quelques mois avant leur séparation. Après une dispute particulièrement violente, Jane tente de se jeter dans la Seine. Ne sachant pas nager, cet acte relève du suicide pur. Seule l'intervention de passants la sauve de la noyade. Cet événement, soigneusement caché à l'époque, montre à quel point Jane était devenue étrangère à elle-même. Serge, de son côté, semble incapable de réaliser la gravité de la situation. Ses fantasmes morbides s'amplifient avec l'alcool. Il évoque régulièrement devant Jane son envie de connaître le meurtre, comme s'il s'agissait d'une expérience artistique de plus. Cette fascination pour la violence ultime terrorise Jane, qui comprend qu'elle vit avec un homme potentiellement dangereux. L'impact sur Charlotte, alors âgée de 9 ans, est dévastateur. Cette petite fille se transforme en garde-malade de son père, apprenant à gérer ses crises d'alcoolisme, à le remettre au lit quand il s'effondre, à mentir aux journalistes sur l'état réel de la famille. Cette parentalisation précoce marquera profondément sa personnalité future. Kate, la fille aînée de Jane, subit différemment mais tout aussi cruellement cette ambiance délétère. Adolescente sensible, elle développe des troubles du comportement qui l'accompagneront toute sa vie.
Sa mort tragique, en 2013, officiellement accidentelle, porte les stigmates de cette enfance brisée. Son rapport à la mort, à l'autodestruction, rappelle étrangement les pulsions. Véritable legs réside peut-être dans cette leçon douloureuse. L'amour ne doit jamais devenir une prison. Et aucun talent ne justifie qu'on détruise celle qui nous inspire. Il existe des amours qui résonnent éternellement dans nos mémoires, non pas seulement pour leur beauté, mais pour leur vérité complexe et douloureuse. 43 ans après leur séparation, 13 ans après la mort de Jane, Serge Gainsbourg et Jane Birkin continuent de nous hanter, non plus comme le couple mythique qu'une époque a voulu voir, mais comme le symbole déchirant d'une passion qui a su créer des merveilles, tout en détruisant ceux qui la vivaient. Regardez cette dernière photo d'eux ensemble, prise dans les années 1980, quand ils avaient appris à s'aimer sans se détruire. Observez la tendresse apaisée dans leur regard, cette complicité retrouvée qui n'a plus besoin de violence pour exister. C'est l'image de ce qu'ils auraient pu être si le génie n'avait pas eu besoin du chaos pour s'exprimer. Aujourd'hui encore, quand les premières notes de leur duo s'élèvent dans une voiture, quand leurs voix entremêlées nous parviennent d'un café parisien, quand leurs images en noir et blanc défilent dans un documentaire, quelque chose d'indéfinissable nous serre le cœur. Ce n'est pas seulement de la nostalgie musicale, c'est la reconnaissance troublante que l'amour peut être à la fois la plus belle et la plus terrible des expériences humaines. Car qu'est-ce qui nous fascine tant dans cette tragédie? C'est peut-être la découverte que derrière les plus grandes œuvres d'art se cachent parfois les plus grandes souffrances humaines. C'est la révélation que nos idoles les plus brillantes peuvent porter en elles les ombres les plus profondes. C'est la compréhension dérangeante que le génie et la monstruosité peuvent cohabiter dans un même être. Dans une époque où les réseaux sociaux nous poussent à idéaliser l'amour, où chaque couple célèbre sur Instagram fait rêver des millions de followers, l'histoire de Serge et Jane résonne avec une actualité troublante. Elle nous rappelle que derrière les images parfaites peuvent se cacher des réalités autrement plus complexes. Chaque fois qu'un artiste utilise son talent pour justifier ses excès, chaque fois qu'une femme accepte l'inacceptable au nom de l'amour, chaque fois qu'une société ferme les yeux sur la violence domestique parce qu'elle vient d'un homme exceptionnel, l'esprit de cette relation toxique revient peu. Si cette histoire devait nous enseigner quelque chose, ce serait peut-être ceci. On peut aimer quelqu'un jusqu'à se perdre, mais on ne devrait jamais accepter d'être détruit par cet amour. Jane Birkin a mis 12 ans à l'apprendre, et toute une vie à s'en remettre. Mais il y a aussi, dans cette tragédie, une forme de rédemption. Après leur séparation, Serge et Jane ont réussi à transformer leur passion destructrice en amitié, d'école de violence conjugale, déguisée en grande histoire d'amour. Les mécanismes sont classiques. Isolement de la victime, alternance entre violence et tendresse, culpabilisation, chantage affectif. Mais le génie artistique de Serge et le statut social du couple ont masqué cette réalité pendant des décennies. Après avoir exploré les recoins les plus sombres de la relation entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin, nous devons nous interroger sur les mécanismes sociaux qui ont permis qu'une telle situation perdure pendant 12 ans sous les applaudissements de toute une époque. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'un couple dysfonctionnel. C'est le miroir d'une société qui a appris à confondre génie artistique et droit à la violence. Notre analyse nous amène à une conclusion dérangeante. La France des années 1970 a consciemment sacrifié Jane Birkin sur l'autel du talent gainsbourgien. Cette femme n'était pas perçue comme une artiste à part entière, mais comme l'accessoire indispensable au bon fonctionnement de la machine créatrice de Serge. Sa souffrance était le prix acceptable à payer pour que continuent à naître les chefs-d'œuvre. Il faut comprendre que l'époque glorifie un certain modèle de masculinité artistique dont Gainsbourg devient l'incarnation parfaite. L'homme de génie torturé, alcoolique, violent, mais irrésistible. Cette figure romantique, héritée du 19e siècle, légitime tous les excès au nom de l'art. Serge peut tout se permettre car il est génial, et Jane doit tout accepter, car elle a la chance de vivre avec un génie. Cette vision misogyne transforme Jane en simple muse, dépossédée de sa propre créativité. Ses contributions artistiques sont systématiquement minorées. Elle ne fait qu'interpréter les créations de Serge, comme si sa voix, sa sensibilité, sa présence scénique n'apportaient de rien d'essentiel. Cette négation de son talent justifie symboliquement sa position de soumission dans le couple. Plus pervers encore,
la société française érotise cette violence conjugale. Les disputes de Serge et Jane deviennent passionnelles, leur réconciliation romantique, leur séparation dramatique. Cette esthétisation de la brutalité transforme Jane en héroïne tragique d'un opéra moderne, occultant la réalité sordide de son quotidien. Les médias de l'époque portent une responsabilité écrasante dans cette mystification. Au lieu de dénoncer les signes évidents de violence conjugale, ils alimentent le mythe du couple sulfureux. Chaque bleu sur le visage de Jane devient une preuve supplémentaire de la passion qui l'unit à Serge. Cette romantisation médiatique empêche toute prise de conscience collective. Nous pensons que Jane Birkin a été la première victime médiatisée de ce qu'on appelle aujourd'hui la violence conjugale par proxy. Une violence exercée non seulement sur la personne, mais sur son image publique. Serge ne se contente pas de la frapper. Il la transforme en personnage de ses fantasmes, contrôle sa représentation publique, s'approprie sa personnalité artistique. Cette appropriation explique pourquoi Jane a tant de mal à construire sa propre identité artistique après leur séparation. Pendant 12 ans, elle n'a existé qu'à travers le regard de Serge. Retrouver sa voix propre, ses goûts personnels, sa créativité autonome devient un travail de reconstruction psychologique de longue haleine. L'impact sur leurs enfants révèle une autre dimension de cette tragédie. Charlotte et Kate grandissent dans un environnement où la violence masculine est normalisée, voire romantisée. Cette éducation émotionnelle dysfonctionnelle les prédispose à reproduire des schémas relationnels toxiques à l'âge adulte. Nous refusons cependant de voir Jane uniquement comme une victime passive. Ses propres comportements violents, ses retours répétés vers Serge malgré les coups, sa participation active à la création du mythe du couple révèlent une personnalité complexe, marquée par ses propres zones d'ombre. Cette nuance ne diminue pas la responsabilité de Serge. Elle humanise Jane. Mais ce qui nous révolte le plus dans cette histoire, c'est la récupération posthume de cette relation par l'industrie culturelle. Films, livres, documentaires continuent de vendre cette histoire comme une grande passion, occultant soigneusement sa dimension de violence conjugale. Cette exploitation commerciale perpétue le mythe en gommant la réalité. La responsabilité de l'entourage artistique du couple est également accablante. Amis, collaborateurs, producteurs ont tous assisté passivement à cette destruction, trouvant normal qu'une femme subisse de tels traitements pour permettre à un homme de créer. Cette complicité sociale révèle l'ampleur de la misogynie de l'époque. Finalement, nous pensons que l'histoire de Gainsbourg et Birkin illustre parfaitement les dérives d'une société qui place l'art au-dessus de l'humanité. En acceptant que Jane soit sacrifiée pour permettre à Serge de créer, la France des années 1970 a montré qu'elle considérait certaines vies comme plus précieuses que d'autres. Cette hiérarchisation des existences selon leurs valeurs artistiques constitue une forme moderne de barbarie. Aucun talent, si exceptionnel soit-il, ne justifie qu'on détruise un être humain. Aucune œuvre d'art ne vaut qu'on ferme les yeux sur la souffrance d'une femme. Si cette histoire nous fascine encore aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'elle révèle nos propres contradictions. Nous continuons de séparer l'homme de l'artiste, de dissocier l'œuvre de son créateur, de trouver des excuses au génie violent. L'affaire Gainsbourg-Birkin nous oblige à nous interroger sur notre propre rapport à l'art et à la violence. Leur héritage musical demeure immense et continuera d'émouvoir les générations futures. Mais l'heure, morbide, qui entête la maison de la rue de Verneuil. Quand Jane prend finalement la fuite avec ses filles, elle ne part pas seulement pour se protéger. Elle sauve ses enfants d'un environnement qui était en train de les détruire. Mais ce sauvetage arrive trop tard pour réparer entièrement les dégâts psychologiques accumulés pendant des années. La réaction de Serge face à cet abandon révèle toute l'ambiguïté de sa personnalité. Publiquement, il assume ses torts avec une lucidité désarmante. Jane est partie par ma faute, je faisais trop d'abus. Mais privément, il sombre dans une dépression et un alcoolisme encore plus profond. La perte de Jane le prive de son ancrage émotionnel, le laissant seul face à ses démons. L'arrangement qui suit leur séparation illustre parfaitement la complexité de leur lien. Jane accepte que Serge vienne vivre chez elle, et Jacques Doyon, créant une situation de ménage à trois unique dans l'histoire du show business français. Cette cohabitation, qui durera 8 ans, permet à Serge de rester proche de Charlotte, tout en respectant la nouvelle vie de Jane. Mais cette proximité maintenue a un coût psychologique énorme pour tous. Lou Doiron, né de l'union entre Jane et Jacques,
grandit dans l'ombre obsédante de Gainsbourg. Elle témoigne des années plus tard. J'ai grandi avec lui, en pensant très fort au moment où il allait enfin laisser mes parents s'aimer tranquillement. Cette phrase résume l'emprise post-mortem que Serge continue d'exercer sur la famille. Pour Jane, cette période représente un déchirement permanent entre sa nouvelle vie et son passé indépassable. Elle découvre avec Jacques un amour apaisé, mais ne peut jamais oublier complètement l'intensité destructrice de sa relation avec Serge. Cette comparaison permanente l'empêche de s'épanouir pleinement dans sa nouvelle relation. Les dernières années de Serge révèlent un homme rongé par le remords et l'autodestruction. Ses excès s'aggravent, ses provocations deviennent de plus en plus extrêmes, comme s'il cherchait à provoquer sa propre fin. Sa mort en 1991 d'une crise cardiaque, à 62 ans, constitue l'épilogue logique d'une existence menée à tombeau ouvert. Jane assiste impuissante à cette lente autodestruction, partagée entre l'amour qu'elle lui porte encore et la culpabilité de l'avoir abandonné. Cette ambivalence explique pourquoi elle ne s'est jamais vraiment remise de cette relation, continuant à porter le deuil de cet amour impossible jusqu'à sa propre mort en 2023. Le plus troublant dans cette histoire, c'est que personne n'a jamais vraiment aidé Jane à s'extraire de cette situation. L'entourage artistique et amical du couple trouvait pittoresque cette violence conjugale, y voyant le prix nécessaire du génie créateur. Cette complaisance collective a permis que perdure une situation inacceptable. L'analyse de la relation entre Serge et Jane révèle un cas profonde. Ils ont montré qu'il était possible de s'aimer autrement, sans possession, sans violence, sans destruction mutuelle. Cette métamorphose tardive prouve que même les amours les plus toxiques peuvent évoluer vers quelque chose de plus sain. Jane Birkin restera pour toujours cette jeune femme blonde qui murmurait d'une voix cristalline les fantasmes d'un génie torturé. Mais elle a aussi été celle qui a trouvé la force de dire non, de partir, de reconstruire sa vie loin de l'emprise destructrice. Cette dimension de résistance et de reconstruction fait d'elle bien plus qu'une victime, une survivante. Alors, quand vous entendrez leur voix mêlée dans l'éternité des ondes, rappelez-vous que derrière cette beauté musicale se cache une leçon d'humanité. L'art peut naître de la douleur, mais il ne doit jamais la justifier. L'amour peut tout accepter, mais il ne doit jamais tout détruire. Peut-on aimer quelqu'un jusqu'à se perdre? Serge et Jane ont répondu à cette question par leur vie même. Oui, on peut s'aimer jusqu'à la destruction. Mais leur histoire nous enseigne aussi qu'il est possible de retrouver le chemin vers la lumière, même après avoir traversé les ténèbres les plus profondes. Certains amours marquent une époque, d'autres la définissent. Celui de Gainsbourg et Birkin a fait les deux. Il a incarné une France libérée de ses tabous, tout en révélant les zones d'ombre de cette libération. Leur passion restera éternellement gravée dans le patrimoine émotionnel français, mélange indissociable de beauté et de douleur, de création et de destruction, d'amour et de poison. Dans le silence de nos nuits, quand résonnent encore leurs murmures complices, une question demeure, lancinante. Et si quelqu'un avait tendu la main à Jane quand elle se noyait dans l'amour de Serge? Et si quelqu'un avait eu le courage de dire à Gainsbourg que son génie ne justifiait pas sa violence? Peut-être aurions-nous eu moins de chansons mythiques, mais nous aurions sauvé 2 âmes.